Elle a appelé, ce n'est qu'un voyage avec un ami. Alors j'ai activé la caméra de notre appel vidéo au moment où ça. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer dans un clic, comme un murmure coupable. Il était presque 23 heures. La maison était sombre, silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus de la cuisinière et du léger vrombissement du réfrigérateur. Puis, c'est pas rapide, trop rapide, comme si elle préparait déjà un alibi avant même d'entrer dans la cuisine. Mélissa s'est arrêtée net quand elle m'a vu assis à table. Son visage s'est empourpré instantanément. Peut-être à cause du froid, ou peut-être à cause d'autre chose. Ses cheveux étaient humides, son maquillage trop parfait pour une simple balade en voiture. Elle a cligné des yeux, forçant un sourire maladroit. « Je ne m'attendais pas à te voir debout », dit-elle doucement, en accrochant son manteau avec un soin superflu. « J'ai remarqué quelque chose », dis-je à voix basse. « Ton alliance, elle a disparu. » Elle s'est figée une demi-seconde, juste assez pour trahir la vérité. « Oh, Je l'ai laissée dans la salle de bain quand je me lavais les mains, dit-elle trop vite. J'ai juste oublié de la remettre. Je n'ai pas bougé. J'ai vérifié la salle de bain. Silence. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux ont filé vers le couloir. J'ai continué. Elle n'y était pas. Mais tu sais où elle était? Fourrée sous de vieilles écharpes dans le placard, tout au fond, comme si elle se cachait. Les lèvres de Mélissa tremblaient. Daniel, je ne voulais pas la perdre. Je faisais le ménage et Arrête, dis-je en me levant lentement. Je me suis dirigé vers le comptoir et j'ai ouvert le tiroir. De l'intérieur, j'ai sorti l'alliance. En or, simple, terne. Je la tenais maintenant entre mes doigts comme une question. Elle a fait un pas vers moi. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. J'avais besoin d'espace. De l'espace par rapport à quoi? Ton mari ou ta conscience? Ça l'a touché. Les larmes sont montées rapidement, mais je n'ai pas détourné le regard. Je ne pouvais pas me le permettre. Daniel, s'il te plaît, rends-la-moi. On peut en parler. Je t'expliquerai. Non. J'ai étudié l'alliance comme si je ne l'avais jamais vue auparavant. Tu vas jouer la comédie. Tu es doué pour ça. Ne fais pas ça. N'aggrave pas les choses. J'ai glissé l'alliance dans ma poche. Son souffle s'est coupé. Daniel, s'il te plaît. Mais je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle, l'air froid du couloir s'enroulant autour de mon cou comme une écharpe de glace. On pourrait penser qu'un homme comme moi, classe moyenne, fiable, pointant depuis 15 ans dans un cabinet comptable de second rang, ne remarquerait pas l'absence d'une alliance. Mais je remarque les choses, les petits schémas, les chiffres qui ne collent pas, les comportements qui dérivent. Nous avons une maison à Glenfield, 2 voitures et un chien plus attaché au facteur qu'à nous. Les gens pensent que nous allons bien. Que nous sommes solides. Mais parfois, ce qui semble solide est juste assez creux pour résonner quand on frappe à la porte. Je pensais avoir une vie normale jusqu'à ce que je réalise que normal ne signifie pas sûr. Cela signifie inaperçu. Ce soir, quelque chose a basculé. Et le pire, c'est que je ne veux même pas entendre son explication, parce qu'au fond de moi, je sais déjà. Le lendemain matin de notre affrontement dans la cuisine était radieux. Trop radieux. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre au-dessus de l'évier comme si elle ne savait pas qu'elle était intrusive. Mélissa était déjà dans la cuisine quand je suis entré, pieds nus, fredonnant, vêtue du peignoir jaune qu'elle ne portait que les jours heureux. Le café était prêt. Le bacon grésillait dans la poêle. Le grille-pain a sauté. On n'aurait jamais deviné que nous avions eu une guerre la nuit dernière. Bonjour, gazouilla-t-elle, retournant une crêpe avec une grâce théâtrale. J'espère que tu as faim. J'ai fait ton plat préféré. Je l'ai regardé un instant, encore groggy d'une nuit presque sans sommeil. La maison m'avait semblé plus froide que d'habitude. Peut-être était-ce l'air, ou peut-être était-ce le nouveau vide qui s'était insinué après qu'on commence à voir quelqu'un différemment. Ça sent bon, ai-je marmonné en me glissant sur la chaise où je l'avais interrogée quelques heures plus tôt. Elle a posé une assiette devant moi, chargée d'œufs brouillés, de crêpes et de fraises coupées en petits cœurs. Des cœurs. Le café est frais. 2 sucres, comme tu aimes. J'ai pris une gorgée, la regardant se déplacer comme une épouse de sitcom.
Souriant trop souvent, évitant mon regard juste ce qu'il fallait. Cette surcompensation qu'on apprend à repérer que lorsque la confiance s'est fissurée. Quand quelqu'un surjoue la paix. Tu as bien dormi, demanda-t-elle, s'asseyant enfin en face de moi, les doigts entrelacés autour de sa tasse. J'ai pris une bouchée des œufs. Pas vraiment. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait. Il y a eu une pause, une longue. Le seul son était le léger tapotement de sa cuillère contre la céramique alors qu'elle remuait le sucre dans son café déjà sucré. Puis elle l'a dit, je peux ravoir mon alliance? Ma fourchette s'est figée en l'air. Elle a souri. Un sourire trop large, trop poli. Je veux dire, tu as marqué ton point hier soir. J'ai compris. J'ai merdé en la cachant comme ça. Je n'aurais pas dû. C'était stupide, honnêtement. Elle a ri doucement, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi dire, mais on ne devrait pas laisser une mauvaise nuit dégénérer, n'est-ce pas? On a traversé pire. Rends-la-moi, s'il te plaît. Je l'ai observée. Elle n'a pas scié. J'ai sorti l'alliance de ma poche et je l'ai posée sur la table entre nous. Elle a tendu la main, mais j'ai gardé mes doigts dessus. Avant que tu la reprennes. Pourquoi? Son sourire s'est légèrement fissuré. Pourquoi? Quoi? Pourquoi la cacher? Elle a hésité. Je t'ai dit que je faisais le ménage. J'ai été distraite. Je ne voulais juste pas qu'elle tombe. Dans une boîte sous des écharpes au fond du placard. Elle a baissé les yeux. Je sais que ça a l'air suspect, mais ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai lâché l'alliance. Alors, dis-moi ce que je devrais penser. Elle l'a ramassé lentement. Que j'ai paniqué. Que j'avais peut-être besoin d'un moment pour respirer. Que j'ai peut-être fait une erreur, mais que ça ne veut pas dire que je ne veux pas de ça. Elle l'a glissé à son doigt. L'or semblait terne contre sa peau. Je t'aime, Daniel. Le mensonge flottait dans l'air comme un parfum, doux, léger et conçu pour masquer quelque chose de pourri. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu mon café, laissant le silence s'étirer. Elle a pris son assiette et a commencé à manger comme si nous étions un couple normal. Juste un petit déjeuner de mardi ordinaire. Mais je pouvais le sentir, la tension cachée derrière ses yeux, l'effort dans son rire, le rythme prudent de chaque phrase, comme si elle récitait un texte. Et moi, je regardais la pièce se dérouler depuis le premier rang, ne faisant plus partie de l'acte. Dans ce silence, une pensée étrange m'a frappé. Elle ne sait pas ce que je sais. Elle pense que je suis de retour en laisse. Elle pense que l'alliance a remis les choses en place. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. La fissure de la nuit dernière s'était élargie en quelque chose de plus grand, de final. Et pourtant, je suis resté assis là et j'ai mangé ces crêpes. Parce que parfois, faire semblant est une stratégie, et parfois, le silence est l'arme la plus affûtée. Le reste de cette matinée s'est déroulé comme une scène que nous avions tous les deux répétée. Mélissa a bavardé sur les projets du week-end, la collecte de fonds à venir de son travail, m'a même demandé si je voulais inviter à nouveau les Martin à dîner. Sa voix était enjouée, délibérément. Chaque phrase était un fil essayant de recoudre une tapisserie déjà déchirée. J'ai hoché la tête, répondu lorsque c'était nécessaire, offert de vagues sourires. C'était plus facile comme ça. Elle a semblé se détendre quand j'ai rendu l'alliance. Je l'ai juste posée sur le comptoir en rinçant mon assiette. Pas de discours, a-t-elle demandé légèrement. Non, ai-je dit en m'essuyant les mains. Tu as déjà fait le tien. Elle a souri à nouveau, mais ses yeux me surveillaient comme si elle ne faisait pas confiance à ce calme. L'après-midi, je me suis retrouvé à passer l'aspirateur dans la chambre d'amis. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de quelque chose à faire de mes mains. Quelque chose de rythmé, de prévisible. Dans un monde où votre femme m'ensensillait, la poussière a plus de sens. J'ai déplacé une pile de magazines de la vieille commode et j'ai remarqué un dossier coincé derrière une boîte à bijoux. Ce n'était pas à nous. Du moins, pas que je me souvienne. La curiosité n'est pas un péché quand vos tripes hurlent depuis des jours. Je l'ai ouvert. 2 billets d'avion. Aller-retour. Départ la semaine prochaine. Première classe. L'un disait Mélissa Grave. L'autre, Nathan Grave. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur.
Grave. C'était le nom de jeune fille de Mélissa. Peut-être qu'elle partait en voyage solo et l'avait utilisé par habitude. Mais non. 2 sièges. 2 noms. Ma poitrine s'est serrée. Mon pouce a frotté le bord du papier jusqu'à ce qu'il commence à se froisser. Nathan. Pas un frère, pas un oncle. J'aurais déjà entendu ce nom. Non, c'était autre chose. Je me suis assis sur le bord du lit, tenant les billets comme des preuves dans un procès que personne d'autre ne savait en cours. C'était donc pour ça qu'elle voulait récupérer son alliance. Le petit déjeuner, la comédie, c'était du camouflage. Elle se préparait à disparaître, à répéter la normalité avant de s'envoler avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour qui elle était prête à être Mélissa Grave. J'ai regardé autour de moi dans la pièce comme si les murs pouvaient m'expliquer. Ils ne l'ont pas fait. Pouvez-vous imaginer réaliser que votre maison a été un terminal d'aéroport pendant tout ce temps, juste une salle d'attente avant le départ? Je pouvais l'entendre en bas, parlant au téléphone, riant, racontant probablement à quelqu'un le petit déjeuner incroyable qu'elle avait préparé pour son mari, comment les choses s'amélioraient. La rage n'est pas venue tout de suite. Elle le fait rarement. D'abord, c'est la confusion, puis l'engourdissement, puis une étrange sorte de calme. Celui qui s'installe juste avant une tempête, quand l'air s'épaissit et que les oiseaux disparaissent du ciel. J'ai remis les billets dans le dossier et les glissé sous ma chemise. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai même pas respiré trop fort, parce que maintenant j'avais quelque chose qu'elle ne savait pas que j'avais. Et soudain, le jeu semblait différent. Ce soir-là, nous avons mangé des restes devant la télé. Mélissa a choisi une comédie romantique. Elle a posé sa tête sur mon épaule à mi-parcours. Je la regardais rire devant l'écran pendant que ma main reposait nonchalamment sur mes genoux, les doigts effleurant le coin de ce dossier caché. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, alors c'est à ça que ressemble la trahison quand elle sourit. Il était un peu plus de 22 heures quand je suis sorti dans le jardin, le dossier à la main. La nuit était calme, une de ces soirées sans vent où même les arbres semblaient retenir leur souffle. J'ai traversé la pelouse lentement, sentant l'herbe froide sous mes pieds nus. Au loin, le carillon d'un voisin a tinté une fois, puis s'est tu. C'était le seul son. Mélissa était à l'étage en train de prendre sa douche, je supposais. Elle s'était couchée tôt après un bâillement forcé et un baiser sur la joue qui n'avait pas tout à fait atterri. « Tu montes » avait-elle demandé. « Bientôt » avais-je dit. J'ai juste besoin de prendre l'air. Maintenant, j'étais là, devant le barbecue, à regarder 2 billets d'avion qui auraient tout aussi bien pu être forgés dans la trahison même. Nathan Grave, j'ai dit son nom à voix basse, pour le tester. Il sonnait toujours comme du poison. J'ai ouvert le couvercle et j'ai posé le dossier sur les grilles. Le métal était froid par manque d'utilisation. Il sentait les étés passés, les hamburgers, le charbon de bois, les souvenirs brûlés. D'un coup de poignet, j'ai allumé une allumette. La flamme a crépité, dansant entre mes doigts comme si elle était impatiente de commencer. Je l'ai laissé tomber sur les billets et j'ai reculé. Le feu a pris son temps. D'abord, un coin s'est enroulé, puis les bords ont noirci, boursouflé. Les noms ont disparu lentement. Celui de Mélissa en premier, celui de Nathan en second. Le papier s'est courbé et s'est ratatiné comme s'il avait honte de ce qu'il avait imprimé. J'ai regardé chaque seconde. Il y a quelque chose dans le fait de voir la preuve du plan d'évasion de votre conjoint fondre devant vous. Ça n'apporte pas la paix. Pas exactement. Mais ça apporte de la clarté. Je n'avais pas besoin de la confronter. Pas besoin de crier ou d'exiger des aveux. La preuve n'avait plus d'importance. Pas pour elle. Mais pour moi, c'était tout. C'était la ligne dans le sable, l'allumette dans le noir, la vérité tranquille à laquelle je pouvais m'accrocher, parce que maintenant je savais que ce n'était pas un peut-être. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un malentendu enrobé de coïncidence. Elle prévoyait de me quitter, de me mentir, de me sourire au petit déjeuner pendant que des cartes d'embarquement attendaient dans des tiroirs. Et elle pensait toujours que j'étais dans l'ignorance. C'est ce qui a tout changé. Parce que la connaissance est un levier. Et le silence, c'est le contrôle. Je suis resté là longtemps après que les cendres se soient refroidies, regardant la poussière noire se déposer dans la fosse comme si elle pouvait épeler quelque chose si je la fixais assez longtemps. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement de la fumée et des ombres. Pourtant
Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas impuissant. Je me sentais dangereux. J'ai fermé doucement le couvercle du barbecue et je suis retourné vers la maison. La porte coulissante a grincé doucement en entrant. Les lumières étaient éteintes. Mélissa était déjà au lit, sa respiration profonde et lente. Je l'ai observée depuis le couloir, la forme de son corps sous la couverture, calme et inconsciente. Elle n'a pas bougé quand je suis passé. Elle ne savait pas que je venais de réduire son scénario en cendres. Et peut-être que c'était la partie qui m'a finalement fait sourire. Le lendemain matin, c'était une femme différente. Fini la version mielleuse de Mélissa qui m'avait servi des crêpes et des mensonges la veille. Cette version la bougeait comme si elle était branchée à un courant électrique. Les yeux fuyants, le souffle court, les mains fouillant les tiroirs comme si le temps lui-même jouait contre elle. J'étais assis à la table de la salle à manger, épluchant lentement une orange. Chaque quartier se détachait proprement, précisément, à l'image de mon humeur. Elle ne m'a pas salué. N'a même pas jeté un regard dans ma direction alors qu'elle saccageait les tiroirs du bureau dans le coin du salon, marmonnant pour elle-même. Le bruit du papier froissé avait une tension, comme la panique en tenue de ville. Elle est passée à la bibliothèque, a sorti des dossiers, les a secoués. Où est-il, siffla-t-elle pour elle-même. Il était juste là. Un autre tiroir a claqué. J'ai pris une gorgée de café, savourant le silence qu'elle ne cessait d'interrompre. Puis finalement, Daniel. J'ai levé les yeux en pleine bouchée. Tu as touché à quelque chose dans le bureau? J'ai haussé un sourcil. Définis quelque chose. Ses narines se sont dilatées. Il y avait un dossier. Important. Je l'ai laissé sur le bureau hier. Ah. J'ai posé le quartier d'orange, m'essuyant les doigts sur une serviette. Oui, je l'ai vu. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. Tu l'as vu? Où est-il? Je l'ai brûlé. Elle a cligné des yeux. Tu? Quoi? Je l'ai brûlé, ai-je répété, désinvolte. Hier soir, dehors. Je pensais que c'était de vieilles paperasses. Son visage a perdu ses couleurs si rapidement que j'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Tu l'as brûlé, balbutia-t-elle. Pourquoi tu ferais ça? Je me suis penché en arrière. Il était caché derrière des trucs, comme si tu ne voulais pas qu'on le trouve. Je me suis dit que si tu ne voulais pas le voir, peut-être que moi non plus. Elle s'est approchée, les yeux écarquillés, affolée. Daniel, c'était privé. C'était. Tu n'avais pas le droit de les jeter. Mais ils étaient dans notre maison, ai-je dit calmement, donc je me suis dit qu'on avait le droit de s'en débarrasser. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était rempli de tous les mots qu'elle n'osait pas dire. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Calcul, excuse, réécriture de la réalité. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. C'était quoi, Mélissa, ai-je demandé en penchant la tête. Des coupons? Des vacances surprises. Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-elle crié. Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires et de les détruire. Sa voix s'est brisée vers la fin. Elle perdait pied. Glissait. Je me suis levé lentement, je suis allé à l'évier, j'ai rincé ma tasse. Le silence s'est étiré si finement qu'on pouvait l'entendre se tendre. Je n'ai fouillé dans rien, ai-je dit par-dessus mon épaule. Je suis tombé sur un dossier plein de déchets. Alors, j'ai fait le ménage. Elle a pris une inspiration tremblante. Tu n'as même pas demandé. Toi non plus, ai-je répliqué en me retournant. À propos de l'alliance, du mensonge, de ce que tu fuis. Les mots ont fait mouche. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Où vas-tu? A-t-elle demandé, sa voix soudainement douce. Fragile. Au travail, ai-je dit. Tu sais, ce truc où je vais tous les jours. Elle avait l'air de vouloir m'arrêter. Comme s'il y avait 5 excuses différentes sur sa langue, mais aucune n'avait assez d'oxygène pour s'échapper. J'ai ouvert la porte, j'ai fait une pause. Si tu comptes garder des secrets, ai-je dit sans me retourner, tu devrais au moins mieux les cacher. Et puis je suis sorti. La journée semblait plus froide, et d'une certaine manière, plus propre. À l'intérieur, la guerre froide avait officiellement commencé. Nous avons complètement cessé de nous parler à la fin de la semaine.
Pas à cause d'une grosse dispute, ni de cris ou de portes qui claquent. C'était plus silencieux que ça, plus chirurgical, comme si un fil avait été coupé entre nous au milieu de la nuit. Et maintenant, tout ce que nous disions ne faisait qu'une étincelle avant de mourir dans l'air. Nous vivions toujours dans la même maison, techniquement, mais les murs s'étaient transformés en frontières. Mon côté, son côté. L'espace partagé était un terrain neutre, utilisé uniquement lorsque c'était nécessaire. Je prenais mon petit déjeuner seul la plupart des matins. Elle ne cuisinait plus. Pas pour nous deux, du moins. Une fois, je l'ai entendu réchauffer des restes pendant que j'étais dans le garage. Le temps que j'entre, l'assiette était déjà vide dans l'évier et elle était de nouveau à l'étage. Nous nous croisions comme des fantômes dans les embrasures de porte. Des regards, pas des salutations. Et ça ne me dérangeait pas. C'est ce qui m'a le plus surpris, cette facilité de détachement. Une fois que le masque était tombé et que je savais ce qu'elle avait prévu, c'est devenu presque paisible de ne plus faire semblant. À la place, j'ai canalisé cette énergie dans quelque chose de productif, les papiers du divorce. Je rencontrai un avocat nommé Ben Enley pendant mes pauses déjeuner. Bureau en centre-ville, bien habillé, il parlait comme un homme qui avait vu toutes sortes de trahisons, mais qui croyait encore aux sorties propres. Vous avez un avantage, a-t-il dit après que je lui ai brossé le tableau complet. Ne jouez simplement pas toutes vos cartes trop tôt. Ce n'est pas mon intention, ai-je répondu. Je n'essaie pas de gagner. J'essaie d'en finir. Ben a hoché la tête. Encore mieux. Les gens qui veulent gagner finissent généralement par perdre. Je retournais au travail chaque après-midi en me sentant plus léger. Pendant ce temps, à la maison, Mélissa s'effondrait. Elle a essayé de petites choses au début, laisser des mots sur le frigo, j'espère que ta journée est bonne, faire un pain à la banane qu'elle ne mangeait pas, regarder des films dans le salon à plein volume quand elle savait que j'essayais de lire. Mais rien de tout ça ne m'a fait réagir. Ça n'a fait que la rendre plus audacieuse. Un soir, elle a frappé à ma porte. Oui, la mienne. J'avais déménagé dans la chambre d'amis à ce moment-là. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler, que nous ne pouvions pas continuer comme ça. J'ai ouvert la porte, je me suis appuyé contre le cadre, et j'ai juste attendu. Elle n'a rien dit d'utile, juste tourné autour des mêmes phrases vides, on était heureux avant, ne peut-on pas simplement aller de l'avant, tout le monde traverse des moments difficiles. Je n'ai rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Ce silence, mon silence, semblait la secouer plus que des cris ne l'auraient jamais fait. Elle a commencé à éviter la maison, partant plus tôt, rentrant plus tard. Je ne demandais pas où elle allait, ça m'était égal. C'est drôle comme l'amour peut s'estomper rapidement une fois que l'illusion a disparu. Et comme la paix peut revenir dans le calme après sa mort. Le chien a recommencé à dormir devant notre porte. Ma porte, pas la sienne. Même lui savait de quel côté le vent tournait. J'avais cessé de vérifier son téléphone, de me poser des questions sur Nathan. Si elle prévoyait toujours un second départ, je me suis dit qu'elle le ferait savoir assez vite. Et quand elle le ferait, je serais prêt avec des documents, des signatures et un calme auquel elle ne se serait jamais attendue. Mais pour l'instant, je vivais juste une pièce à la fois. Le pub était bruyant, le sol collant, et sentait les rondelles d'oignons frites et l'histoire. Exactement comme Travis l'aimait. C'est lui qui avait choisi l'endroit, bien sûr, un bar miteux dans la vieille ville avec des banquettes en cuir craquelé et un jukebox qui n'avait pas fonctionné depuis le premier mandat d'Obama. Je n'y étais pas allé depuis des années. Mais dès que je l'ai vu, la barbe un peu plus grise, le même sourire sarcastique, je me suis souvenu pourquoi nous étions amis au départ. Dan, mon gars, dit-il en m'attirant dans une étreinte virile qui sentait légèrement la fumée de bois et le whisky. Tu t'habilles toujours comme un comptable mécontent, à ce que je vois. Et tu as toujours l'air d'un animateur de podcast qui n'a jamais dépassé l'épisode 3, ai-je rétorqué. Il a ri fort, me frappant l'épaule. Voilà le gars qui me manquait. Nous avons commandé des bières et une assiette de frites garnies. En quelques minutes, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Alors, dit-il en traînant une frite dans une flaque de ketchup, c'est quoi le problème avec Mélissa? Tu m'envoies un texto de nulle part après 2 ans et tu dis, besoin d'un verre. C'est à propos de ma femme. Ça sent le feuilleton à plein nez, mec. J'ai pris une longue gorgée de ma bière avant de répondre. Elle me trompe, ou était sur le point de le faire. J'ai trouvé des billets d'avion. Un certain Nathan. Travis a haussé un sourcil. Des billets d'avion?
C'est quoi ce délire? On est dans les années 60? Plus personne n'imprime de billets. Exactement, ai-je dit. C'est dire à quel point elle est devenue négligente. Il a secoué la tête, a laissé échapper un sifflement bas. Et tu vis toujours avec elle? Pour l'instant. Juste le temps que la paperasse soit réglée. Et tu n'as pas mis le feu à la maison? J'ai gloussé. J'y ai pensé. Je me suis contenté des billets. Il s'est penché en arrière, m'étudiant une seconde. Tu prends ça mieux que je ne le pensais. J'étais en colère, ai-je admis. Je le suis encore certains jours. Mais je ne me sens pas brisé. Plutôt libéré. Putain. Il a levé son verre. À la libération, alors. Nous avons trinqué. La conversation a dérivé à partir de là. Sur les histoires de fac, les bêtises qu'on avait faites dans nos chambres d'étudiants, les gens qu'on avait perdus de vue. Le rire venait facilement. L'honnêteté aussi. À un moment, il m'a regardé par-dessus le bord de son verre. Tu sais, a-t-il dit, je n'ai jamais aimé comment Mélissa t'a changé. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant elle, tu étais le gars qui partait en road trip sur un coup de tête. Qui dansait vraiment au mariage. Tu avais du mordant, mec. Du vrai. Et puis tu es devenu lisse, poli, comme si elle t'avait poncé. Je n'ai rien dit. Il s'est penché en avant. Mais ce soir, tu n'es pas poli. Tu es de retour. Et cette version de toi me manquait. J'ai souri. Un vrai. Il m'avait manqué aussi. Nous avons fermé le bar. Il m'a fait promettre de passer la semaine prochaine. Sa femme préparait un chili et ses enfants voulaient rencontrer le mystérieux oncle Dan. En rentrant chez moi, les fenêtres entr'ouvertes et la radio basse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une légèreté. Mélissa était toujours là quand je suis rentré, recroquevillée sur le canapé, faisant semblant de dormir avec la télé qui vacillait. Je ne l'ai pas réveillée. Je n'ai même pas regardé 2 fois, parce que dans mon esprit, j'étais déjà parti. La maison était trop silencieuse quand je suis entré. Pas le genre de silence habituel non plus. Pas la douce quiétude de fin de journée à laquelle je m'étais habitué ces derniers mois. Non, c'était autre chose. Plus vide, comme si l'endroit avait expiré quelque chose qui le retenait depuis trop longtemps. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai appelé par réflexe. Mélissa. Rien. Pas de musique faible venant de la chambre. Pas de cliquetis de son ordinateur portable. Pas de fredonnement fin dans la cuisine. Je suis monté à l'étage. C'est là que je l'ai vue. La porte de la chambre principale, entr'ouverte, lumière éteinte. Une étrange sensation dans mes entrailles me l'a dit avant même que j'entre. Son placard était vide. Pas de cintre, pas de bottes, pas d'écharpe pliée de cette manière inutilement parfaite sur laquelle elle insistait autrefois. Juste de l'air. J'ai ouvert les tiroirs, vides. La commode, vide. Même sa brosse à dents avait disparu. Elle n'avait pas seulement fait une valise. Elle s'était effacée du tableau. Je suis resté au milieu de la pièce, les bras ballants, le cœur non pas battant la chamade, mais dans l'attente, comme si j'étais censé ressentir quelque chose de plus vif. Était-ce ça? Sa sortie? Pas de mots, pas d'appel, pas de grande déclaration ou de porte qui claque. Juste partie. Elle l'avait fait comme un fantôme. Comme si elle n'avait jamais vraiment prévu de dire au revoir. Juste disparaître et me laisser combler les vides. Pendant une seconde, le silence était insupportable. Était-ce un échec? M'avait-elle devancé? Étais-je censé être en colère? Soulagé? Abandonné? Mais alors, comme un brouillard se retirant du bord d'une falaise, ça m'est venu. Je ne voulais pas la poursuivre. Je ne voulais pas savoir où elle était allée. Je ne voulais même pas prendre mon téléphone, parce qu'à vrai dire, elle ne m'avait pas laissé derrière. Elle m'avait libéré. Ce n'était pas une conclusion enrubanée. Mais c'était une sorte de fin. Un silence bruyant, un espace vide qui ne faisait pas mal. Il respirait. Je me suis assis sur le bord du lit. Il ne semblait plus être le nôtre. Il ressemblait à quelque chose qui avait mué. Elle était partie. Personne n'a crié. Personne n'a supplié. Pas de scène théâtrale. Juste l'absence.
Et pour la première fois depuis le début de ce bazar, je ne me sentais pas comme celui qui avait été abandonné. Je me sentais ouvert. À quoi? Je n'en étais pas encore sûr. Mais le poids avait disparu. Et cela seul valait quelque chose. Je n'avais pas l'intention d'ouvrir la porte. Quand on a frappé, doucement 2 coups courts suivis d'un long, j'ai failli l'ignorer. J'ai pensé que c'était un voisin ou peut-être que Mélissa avait oublié quelque chose et était trop fière pour utiliser sa clé. Mais ensuite, une voix familière a appelé doucement à travers le bois. « Daniel, c'est Clara. » Ça m'a arrêté. Clara Monroe, la meilleure amie de Mélissa, celle qui venait avec du vin et du sarcasme à l'époque où notre mariage avait encore l'air intact de l'extérieur. Nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines, peut-être des mois. Elle était toujours dans les parages, mais toujours par l'intermédiaire de Mélissa, toujours avec un tampon. Maintenant, elle était de l'autre côté de ma porte. J'ai ouvert. Elle se tenait là en jean et pull gris, une bouteille de rouge dans une main et un sourire d'excuse dans l'autre. « J'espère que ce n'est pas bizarre, dit-elle. J'ai entendu dire qu'elle était partie. Je n'ai pas demandé comment. Je n'en avais pas besoin. À la place, je me suis écarté. Entre. Elle a hoché la tête, et passé devant moi, son parfum s'attardant à peine dans l'air. Quelque chose de chaud, de subtil, de rassurant, comme de la cannelle et de l'honnêteté. Dans la cuisine, j'ai pris 2 verres sans demander. Elle a posé le vin et a fait sauter le bouchon comme si elle l'avait déjà fait ici, même si ce n'était pas le cas. Pas sans Mélissa. Je n'étais pas sûr que tu voudrais de la compagnie, dit-elle en versant. Je n'en étais pas sûr non plus, ai-je répondu. Toujours pas, ça l'a fait rire doucement. C'est juste. Nous sommes allés au salon, nous sommes assis l'un en face de l'autre comme de vieux complices. Le vin était bon, meilleur que ce à quoi je m'attendais pour quelque chose avec une étiquette manuscrite. Elle m'a dit qu'il venait d'un vignoble du nord de l'État. Je lui ai dit que le canapé s'affaissait toujours trop du côté gauche. Nous avons tous les deux gloussé. La conversation a commencé par des sujets neutres. Son nouveau travail, à quel point le stationnement en ville était devenu terrible, le mariage d'un ami commun que nous avions tous les deux manqué. Mais ensuite est venu le silence. Pas gênant, mais réel. Et puis elle l'a dit. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas entre vous deux. Je ne savais juste pas à quel point. Je l'ai regardé, surpris. Tu ne l'aimais pas, je l'aimais, a dit Clara honnêtement. Mais elle ne t'aimait pas, n'est-ce pas? Et elle détestait que je le remarque. J'ai fixé mon verre. Elle m'a berné pendant longtemps, ai-je admis. Elle m'a fait croire que j'étais le problème. Que je n'étais pas assez excitant, ou spontané, ou brillant. Clara s'est penchée en avant. Tu as toujours été suffisant, Daniel. Elle voulait juste plus parce qu'elle ne savait pas quoi faire de suffisant. Ça m'a touché plus fort que prévu. J'ai ri une fois, brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle avait besoin de chaos. De drame. De quelqu'un à poursuivre, à combattre ou pour qui pleurer. Tu lui as donné la paix. Elle l'a prise pour de l'ennui. J'ai regardé Clara, puis je l'ai vraiment regardée, et quelque chose a changé. Pas romantique, pas encore, mais chaleureux, comme si je pouvais enfin expirer. Nous sommes restés assis dans ce doux silence, le vin bas dans nos verres, la nuit s'approfondissant autour de nous. À un moment, elle s'est levée pour partir. Je ne voulais pas abuser, dit-elle en enfilant son manteau. Mais avant d'atteindre la porte, elle s'est retournée et m'a regardé. Tu sais, dit-elle d'une voix douce, tu n'es pas brisé, juste en train de guérir. Et je pense que tu le fais mieux que tu ne le crois. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste accompagnée à la porte. Et avant qu'elle ne sorte, elle m'a embrassé légèrement la joue, mais comme si ça signifiait quelque chose. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture sous la lumière du porche. Et pour la première fois depuis que Mélissa avait disparu, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait possible. Une semaine s'était écoulée et Clara n'était plus seulement de la compagnie. Elle était une présence. Le genre qui remplit les espaces sans effort. Le genre qui ne marche pas sur des œufs ou ne joue pas la comédie de la normalité. Quand elle était là, la maison respirait différemment, plus légèrement, plus chaleureusement. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble. Des choses simples, rien d'orchestré. Clara dansait pieds nus sur le carrelage avec une cuillère dans une main et un verre de rouge dans l'autre, fredonnant une vieille chanson de Stevie Nicks.
Je n'avais pas ri aussi facilement depuis des années. Nous étions en train de servir les pâtes quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. Le nom a résonné comme une fausse note. Mélissa. Les yeux de Clara ont filé vers l'écran. Tu veux que je sorte? J'ai secoué la tête. Non. C'est elle qui a choisi ce moment. Laissons-la voir. J'ai appuyé sur l'écran et j'ai mis le haut-parleur. Sa voix a fusé immédiatement. Tranchante, mielleuse et un peu pâteuse. Eh bien, regarde-moi ça. Il se souvient encore comment répondre à son téléphone. Je n'ai pas dit un mot. La laissant combler le silence. Je pensais que tu serais recroquevillé dans ta petite grotte de garçon triste, a-t-elle poursuivi, un rire bouillonnant. Mais je me suis dit, appelons-le. Voyons comment se porte le moine en instance de divorce. Clara a haussé un sourcil, croisant les bras. Je me suis appuyé contre le comptoir. Qu'est-ce que tu veux, Mélissa? Elle a ignoré la question. J'appelle d'un jacuzzi, au fait. Villa privée, vue magnifique. Nathan vient de verser le champagne. Il est torse nu. Tu te souviens de Nathan, n'est-ce pas? J'ai entendu un homme rire faiblement en arrière-plan. Sa voix a baissé jusqu'à un murmure moqueur. Il est tout ce que tu n'étais pas, Daniel. Passionné, spontané, et écoute ça, il me regarde vraiment. Je sentais Clara me regarder, stable et immobile. Tu aurais pu tout avoir, a continué Mélissa. Au lieu de ça, tu as joué le froid, comme si ça avait jamais marché. Je t'ai donné 10 ans et tu m'as donné le silence. Eh bien, devine quoi? Le silence ne te tient pas chaud la nuit. J'ai pris le téléphone et j'ai lentement tourné l'écran vers Clara. Elle a compris sans hésiter, s'est penchée et m'a embrassé, doucement mais longuement, une main posée sur ma poitrine. Le baiser n'était pas pour le spectacle, mais le timing était parfait. Quand j'ai retourné le téléphone, le visage de Mélissa remplissait l'écran, figé dans la confusion, comme si elle avait perdu le fil de son scénario en plein milieu de la scène. Puis elle a explosé. Tu es sérieux? Clara? Clara. Sa voix a sauté d'une octave. C'est dégoûtant. C'est mon amie. Elle s'est assise à notre table. Elle a aidé à organiser notre mariage. J'ai gardé ma voix égale. Elle était ton amie jusqu'à ce qu'elle réalise qui tu étais vraiment. Le visage de Mélissa s'est tordu. Tu crois que c'est une vengeance? Tu crois qu'embrasser mon amie efface le fait que tu étais une coquille de Marie froide et ennuyeuse? J'ai dû trouver de l'excitation ailleurs. Au moins, je n'ai pas prétendu être parfaite. Non, ai-je dit en penchant la tête. Tu as prétendu être loyal. Sa bouche s'est ouverte, mais j'ai continué. Tu as menti, tu t'es faufilé, et quand tu t'es fait prendre, tu as essayé de me manipuler par le silence. Et maintenant? Tu es jalouse. Après être parti, après avoir vidé ton placard et disparu comme une lâche. Ses yeux ont lancé des éclairs. Je me suis légèrement penché. Laisse-moi te simplifier les choses, Mélissa. Tu t'es enfuie avec un fantasme, et j'ai trouvé quelque chose de réel. Clara se tenait à côté de moi maintenant, silencieuse, ancrée. Mélissa a balbutié, sa voix s'effilochant. Tu ne sais pas ce qu'elle veut. Tu ne la connais pas comme moi. Elle ne fait que jouer avec toi. Je préfère être joué par l'honnêteté que marié à un mensonge. Elle s'est tue. J'ai pu voir le moment où elle a compris que sa cruauté avait perdu son tranchant. Que je n'étais pas en colère, juste fini. J'ai souri, j'ai pris le téléphone et j'ai dit une dernière chose. Merci d'être parti. Puis j'ai raccroché. La cuisine était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas une retraite. C'était une reconquête. Clara a expiré à côté de moi, puis a levé son verre. Eh bien, c'était quelque chose. J'ai doucement trinqué avec elle. C'était une conclusion. 2 jours plus tard, nous sommes entrés au tribunal comme si nous allions à une formalité. Mélissa est arrivée en retard. Son maquillage était impeccable. Son sourire narquois soigneusement peint, mais ses yeux. Ses yeux étaient différents maintenant, ternes, affolés. Mon avocat, a présenté une chronologie si nette qu'elle aurait pu être militaire. Relevé de voyage, témoignage. L'itinéraire brûlé, réimprimé à partir des archives de la compagnie aérienne.
Mélissa a essayé le charme, les larmes, la rage. Rien n'a pris. La décision du juge a été nette. J'ai gardé la maison, la voiture et le silence. Mélissa est sortie rapidement, ses talons résonnant comme une retraite. Je ne l'ai pas regardée partir. Je me suis tourné vers Clara à la place, qui marchait déjà à mes côtés comme si elle avait toujours fait partie du chemin. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé dans le même pub avec Travis, même banquette craquelée, même jukebox muet, même bière bon marché au goût de souvenir. Mais tout semblait différent maintenant. Je ne traînais plus une tempête derrière moi. Pas de papier du tribunal dans mon sac, pas de regard persistant sur un écran de téléphone verrouillé. Juste du rire, de la chaleur, et le genre de silence entre amis qui n'a pas besoin d'être comblé. Travis a levé son verre vers moi. Tu es officiellement divorcé. Tu devrais avoir l'air plus misérable. C'est la tradition. J'ai souri. Je suppose que j'ai raté le code vestimentaire. Tu as raté l'effondrement, dit-il en souriant à moitié. Pas de sanglots dramatiques dans ton oreiller. Pas de playlist de chansons d'amour tristes. J'en avais une, ai-je répondu. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui a changé de station. Il a hoché la tête lentement, sirotant sa bière. Clara. J'ai haussé un sourcil. Quoi, à propos d'elle? Il a posé son verre, s'est penché. Tu sais, à la fac, il y avait des rumeurs. J'ai froncé les sourcils. Des rumeurs selon lesquelles tu lui plaisais, a-t-il dit. Avant Mélissa. J'ai fait une pause. Je ne la connaissais même pas à l'époque. Non, a-t-il dit avec un sourire. Mais elle te connaissait. Elle a posé des questions sur toi une fois à une fête. Très nonchalamment. Je pense qu'elle avait un faible pour toi avant que Mélissa ne te retire du jeu, ça m'a arrêté un instant. Comme si quelqu'un venait de me dire qu'une porte avait toujours été entr'ouverte. Je n'avais simplement jamais regardé dans cette direction. Et tu n'as pas pensé à me le dire plus tôt? Travis a haussé les épaules. Tu étais marié. Le timing, ça compte. J'ai ri, secouant la tête. Donc, tu me dis que tout cet enfer aurait pu en fait être une déviation? Il a de nouveau levé son verre. Je dis que peut-être, Mélissa t'a rendu service. J'ai trinqué avec lui. Au karma, alors. À l'amitié, a-t-il ajouté, et à la version de moi qui a finalement arrêté de se mettre des bâtons dans les roues. Nous avons bu dehors. La nuit s'est écoulée, douce et tranquille. Il n'y avait pas de message qui m'attendait. Pas de fantôme de Mélissa chuchotant dans les couloirs de mon esprit. Juste la veste de Clara chez moi, sa brosse à dents à côté de la mienne, un mot qu'elle avait laissé ce matin-là. Dîner pour moi ce soir. Ne sois pas en retard. Ce n'était pas une fin parfaite, mais elle était honnête. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était plus que suffisant.